Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast numéro 12 du Festival des bons films. Bonjour Marc. Bonjour Alexis. Donc dans cet entre-deux tours, après les Césars et juste avant les Oscars, nous enregistrons donc notre 12e podcast qui va revenir sur les sorties cinéma et DVD et Blu-ray de la semaine. Donc tout d'abord, côté cinéma, on va se tourner vers Split, le nouveau M. Night Shyamalan. Ensuite, Les Fleurs Bleues du plus discret Andrzej Wajda, qui est en plus son dernier film. Côté vidéo, on passera un petit moment à parler de Ma vie de courgette, qui a été récompensée notamment César, et du très oublié malheureusement Nocturama de Bertrand Bonello, et très injustement. Mais tout d'abord, passons à Split, le nouveau M. Night Shyamalan, donc il y a longtemps réalisateur de Sixième Sens, de Unbreakable, voilà, Incassable, le village, et après voilà. Phénomène, le dernier maître de l'air, c'était un peu plus compliqué la deuxième partie de la carrière, et finalement en fait Split, on se rejoint un petit peu comme quoi c'est un retour. C'est un retour gagnant pour M. Night Shyamalan sur le devant de la scène. Voilà, d'autant que retour de très très loin, puisque moi j'avais détesté The Visit, qui était le dernier film de Shyamalan qui avait été tourné en found footage, avec les protagonistes qui tournent eux-mêmes, enfin qui tiennent eux-mêmes la caméra dans l'action du film. Et donc voilà, j'avais détesté The Visit qu'on vendait déjà comme un retour aux sources de Shyamalan, etc. Alors quand bien même c'était un film qui pouvait contenir quelques thématiques ou axes de réflexion, ne serait-ce que le concept m'écœurait et j'aimais pas du tout le ton du film qui était genre incertain dans son angoisse, façon un peu presque comique, façon Evil Dead, parfois c'était gênant. Moi je l'ai pas vu, donc je peux rien dire. Et le côté fan footage, et juste avant il avait fait After Earth, qui là était pour moi une négation, vraiment une négation peut-être moins horrible que le dernier maître de l'air, mais une négation quand même assez absolue de son style, quoi. Et donc voilà, on en revient à Split, donc film où James McAvoy interprète Kevin, quelqu'un donc qui possède 23 identités. Enfin, il y a 23 personnes qui se partagent le même corps. C'est le personnage donc qui a une dissociation de la personnalité, mais jusqu'à 23 personnalités en même temps, qui ont chacune leur particularité à l'intérieur de son cerveau, mais qui essaient toutes de prendre le pouvoir, en tout cas sur son corps. Voilà, enfin, on va dire, certaines essaient de prendre le pouvoir, d'autres essaient de cohabiter, parce qu'il y a aussi justement une forme de cohabitation dans le corps et dans le cerveau de Kevin, qui est principalement d'ailleurs le corps de Kevin, qui n'est pas dirigé principalement par Kevin, mais qui est principalement dirigé par Barry, qui est un artiste dessinateur assez sympathique, etc. Le problème, c'est qu'en parallèle, il y a notamment deux de ces personnalités qui sont des psychopathes en puissance et qui déclenchent justement le thriller que va être le film en enlevant 3 jeunes filles pour les séquestrer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand même Shyamalan collabore de nouveau avec la boîte de production Blumhouse, qui justement avait produit The Visit, qui est un peu spécialisé dans les films d'horreur bas étage, tournés en found footage, etc. Donc quand bien même, on ressent un petit peu les stigmates de cette collaboration par quelques effets méga lourdingues dans l'horreur, enfin pas dans l'horreur, mais on va dire dans l'angoisse. L'épouvante, des trucs comme ça. Voilà, des effets de style dans la musique ou parfois dans les plans exagérés. L'essentiel du film, et le plus beau du film, et c'est là où du coup j'ai été positivement vraiment surpris, ça reste du Shyamalan assez bien écrit, parfois très 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 bien mise en scène dans ses dialogues. En fait, Split, c'est un film où toutes les scènes les plus simples, les scènes de dialogue soit entre les victimes et le ravisseur, soit entre la psychiatre et du coup Kevin ou Barry ou ses autres personnalités, etc. D'ailleurs, j'arrête pas de dire etc. Alors justement, il y a un personnage qui a fait tout le temps cette expression-là. Il y a un personnage qui d'ailleurs est un enfant de 9 ans. À l'intérieur du corps de James McAvoy. Voilà, qui faufote et qui dit comment, etc. Donc, faut croire que ça m'a contaminé. Donc voilà, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on revient vraiment à un film qui laisse place à beaucoup de jeux de mise en scène
pour Shyamalan qui sont souvent discrets dans les échanges de chant contre chant, dans les dialogues, dans les jeux de focale. C'est un film, par exemple, je trouve que la photo du film, je la trouve pas magnifique, mais par exemple, c'est un film qui va être très très soigné dans son jeu sur les focales, sur les cadres, etc. Et pour moi, ça me fait plaisir de retrouver ce Shyamalan-là, qui est le Shyamalan de Incassable, on va dire, qui pour moi est son meilleur film. Et qui est attentif à sa mise en scène. Qui est attentif à sa mise en scène, qui est capable d'être extrêmement discret dans ce qu'il dissémine, etc., dans son image, dans les jeux de montage qu'il va avoir. Et alors, parfois, on peut avoir l'impression que cette discrétion s'efface au profit, justement, on parlait plutôt de quelques effets de style assez grossiers ou quelques effets de montage assez grossiers, etc. Mais par exemple, si on s'en tient, le film contient une poignée de flashbacks, qui sont les flashbacks d'une des filles qui a été enlevée, qui est interprétée par, je vais le retrouver, qui est interprétée par Anya Taylor-Joy. Et du coup, elle a des flashbacks qui vont plus ou moins l'aider dans sa quête de libération. Il les amène de façon pas véritablement lourde, c'est assez sensé dans le récit. Et pour moi, là, on retrouve vraiment, mais j'aime pas trop ce terme, mais l'efficacité Shyamalan. Et dans le reste, pour moi, voilà, c'est sa sagesse. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans Split, c'est sa sagesse, notamment vis-à-vis du personnage de James McAvoy, qui aurait pu être une sorte de James McAvoy en roue libre complète. Et c'est ça, par exemple, quand je voyais la bande-annonce, c'est ça qui m'inquiétait complètement. C'était la roue libre du type qui va enchaîner 23 personnalités, qui va en faire 2 par minute. Et c'est là où McAvoy est malin, puisque les 23 personnalités, spoiler alerte, attention, bon, les 23 personnalités ne sont pas dans le film. Elles ne sont pas toutes dans le film. Voilà, elles ne sont pas toutes dans le film. Il y en a 7 ou 8 de mémoire. Les autres sont cités, on sait qu'elles existent. Il utilise 2 ou 3 éléments d'écriture ou de mise en scène pour souligner le fait qu'elles existent. C'est très bien vu, comme par exemple une pièce où il y a des casiers, chaque personnalité a 5 casiers, un vlog vidéo sur un ordinateur, on voit très bien qu'il y a 23 fichiers vidéo, chacun fait son petit vlog de la journée, etc. Décidément. Et voilà, et il se concentre sur une poignée qui vont apparaître suffisamment pour faire exister les autres, même si du coup elles n'apparaissent pas dans le film, mais elles existent quand même, on te dit qu'elles existent et on l'accepte. On est peut-être frustré parce qu'on aurait bien voulu les voir, mais c'est finalement pas plus mal parce qu'on s'amuse un petit peu aussi à les imaginer. Et c'est là où pour moi on retrouve aussi ce que j'aime bien chez Shyamalan, c'est qu'il n'est plus aussi démonstratif qu'il l'avait été dans ses précédents films, qu'il l'avait été dans Phénomène, qui devenait un film démonstratif extrêmement bête, qui est dans The Visit aussi, et ainsi de suite. Moi, je reviens justement sur 2 points que tu as dit qui m'ont fait peur au début quand je suis allé voir le film. Je me disais, oh là là, ça se trouve à ce moment-là, ça va mal se passer. Parce que déjà au niveau des flashbacks, parce que en fait, le flashback de l'héroïne, puisque en fait, c'est vraiment elle, le personnage principal du film. Voilà, Casey. C'est Casey, c'est pas tellement le James McAvoy. Et en fait, c'est un long flashback qui est en fait redécoupé en plusieurs morceaux, en manière chronologique, et en fait, qui dissémine au fur et à mesure de l'aventure, puisque comme elle est séquestrée par James McAvoy, elle va avoir justement des rappels face à un traumatisme qu'elle a eu dans son enfance, et l'évolution va se faire naturellement vers on va dire le climax du flashback, avec le climax de ce qu'elle vit au même moment. Et au début, quand les flashbacks sont arrivés dans l'histoire, je me dis merde, c'est un peu con, parce qu'il y a les 2 autres filles aussi qui sont présentes, mais elles sont vraiment personnages secondaires. Donc évidemment, ça m'a mis le personnage principal en avant, mais j'avais un peu de mal. Et puis finalement, au fur et à mesure, ça s'insémine bien, justement. C'est un beau montage parallèle de séquence à séquence, et ça se répond bien, et ça a une logique au final qu'on va pas forcément révéler là. Et l'autre point, justement, c'était le côté James McAvoy en roue libre, où j'avais beaucoup peur, puisque moi j'avais souvenir de Trance de Danny Boyle, qui était un très mauvais Danny Boyle pour le coup, et où là justement c'était un film qui partait lui-même en roue libre, et James McAvoy, qui était très bon au début du film, partait complètement en cacahuète. Et je me suis dit, en voyant en plus la bande-annonce qui est pas forcément bien montée, en voyant la tête d'ahuri qu'il pouvait avoir sur certains plans, je me dis oh là là, qu'est-ce qui se passe, sachant que Shyamalan, il n'avait pas fait forcément des grands chefs-d'œuvre ces dernières années. Je me suis dit, est-ce qu'il va pas encore se planter à nouveau? J'ai vu des bons retours du film, donc finalement j'ai été convaincu d'aller le voir par curiosité. Puis finalement, j'ai été bien cueilli par le truc, parce que ça parle aussi d'autres choses. Parce qu'il y a même, justement, quand tu parlais des séquences de dialogue, il y a un moment, une scène que moi j'adore, qui est chez la psychiatre, où en gros, elle pense
savoir, et c'est le cas, qu'une autre personnalité a pris le pas sur celle qui est censée diriger les autres, ce qui est le cas dans le film, mais elle essaye de poser des questions pour essayer de la faire se révéler. Et finalement, l'autre personnalité, qui est celle du dangereux psychopathe qui enlève les filles, arrive à faire semblant qu'elle est l'autre, Qu'elle est Barry, le qui gentil est Barry, peintre. le gentil peintre homosexuel que tout le monde adore. Et James McAvoy arrive à nous faire croire que cette deuxième personnalité arrive à supplanter cette première personnalité à l'intérieur d'une seule et même tête, derrière un même visage, sur le même écran. Et je trouvais ça quand même assez fou, parce que, en dehors du fait qu'évidemment il se déguise à chaque fois, parce que c'est vraiment un personnage de bande dessinée qui se transforme physiquement, pas physiquement, mais au niveau des vêtements, en fonction des personnages qu'il incarne, à travers le visage, à travers le regard, il arrive à nous faire percevoir un autre personnage qui n'est réellement... Enfin, je trouvais ça complètement assez fou, et c'est justement par ces séquences de dialogue qu'on arrive à percevoir le talent de McAvoy. Voilà. Et non, et d'autant plus que je trouve que le film arrive à être assez subtil dans certaines réflexions. Il y en a une qui est un petit peu bête, mais qui est intéressante, c'est la réflexion sur la, entre guillemets, hein, mais la maladie en elle-même, ou du moins ce dont est victime Kevin avec du coup ses 23 personnalités. Parce qu'il y a toute la question, est-ce qu'on doit éliminer, sachant que sur ces 23, il y a seulement, entre guillemets, 2 psychopathes, donc une minorité. Et sur ces 23, du coup, est-ce qu'on doit éliminer le corps entier ? Est-ce qu'on doit éliminer les autres personnalités qui pourtant existent, en fait ? Mais ils sont passés sous silence, quoi. Ils sont passés sous silence parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est ce que Shyamalan se penche, il n'y passe pas beaucoup de temps, mais il se penche un petit peu sur la non-acceptation d'un concept pour les gens, ou du coup, d'un point de vue, on va dire, bêtement académique et unilatéral, il n'y a que Kevin qui devrait exister. Voilà. Or, en l'occurrence, pour Kevin et pour sa psy, tous les autres existent autant que toi et moi, là, on existe et on est en train de se parler. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le rapport que fait Shyamalan là-dessus, d'autant plus qu'à chaque fois, ce sont des choses qui naissent d'un trauma, et c'est là, et du coup, on a un trauma, un secret, etc. C'est là où on rejoint, le Shyamalan de secret, du sixième sens, de Incassable, et de... peut-être même du Village dans un certain sens, mais voilà, où à chaque fois, Incassable, où c'est vraiment un film où le trauma est en plein milieu du film, et il arrive à le cultiver avec une certaine subtilité, à ne pas en faire des caisses, à le détourner à travers un genre que du coup il va un petit peu détourner dans Incassable, le film de super-héros, ici le film d'horreur, parce qu'évidemment, donc, comme je le disais au début, on ressent un peu le côté Blumhouse, film d'horreur, etc. Mais on voit très bien que c'est pas ce qui intéresse le plus. Non, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. C'est pas ce qui intéresse le plus Shyamalan par rapport au potentiel, je vais un peu exagérer, mais par rapport au potentiel presque dramatique, en fait, qu'il arrive à trouver dans le personnage de Kevin, dont il ne fait pas simplement un taré... c'est plus compliqué que ça, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien justement, c'est un détail, mais ceux qui l'ont vu l'ont peut-être remarqué, c'est que justement le personnage qu'incarne James McAvoy à la base s'appelle Kevin, et en fait au moment où tu parlais des vlogs justement sur l'écran, les personnalités sont numérotées, en gros par ordre d'importance en quelque sorte. Barry, justement, qui est la personne qui parle le plus souvent à la psychiatre, est en numéro 1, et en fait Kevin arrive en numéro 3 ou 4. Donc ça veut dire que la personnalité principale qu'il a toujours été, est arrivée finalement en 2e, 3e, 4e position, derrière une nouvelle personnalité qui s'est imaginée pour se calfeutrer justement des horreurs qu'il a pu subir plus jeune, ou en tout cas avant le film. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Tu vois, c'est un détail. En plus, il en fait, comme tu disais, Shyamalan, il en fait pas des caisses là-dessus. Il va ailleurs, il va un peu plus loin. Après, je pense que sur le 3e acte, on peut avoir des doutes, parce que ça se barre vers autre chose. Parce qu'au début, on est juste dans le thriller psychologique, le film d'enfermement, d'épouvante et tout ça. Le 3e acte, sans spoiler, ça va un peu dans le fantastique. Il y a une nouvelle branche qui s'ouvre, etc. Voilà. Bon, ça s'intègre un peu.
Mais sur le papier, en fait, sur le papier, ça fait presque sens. Le problème, c'est que du coup, la mise en scène, là, elle l'exagère. Là, à ce moment-là, la mise en scène commence à l'exagérer. Ça fait sens, voire même un sixième sens, quoi. Oh, Tac. Et bon, c'est là où pour moi, voilà, on perd peut-être un petit peu cet équilibre qu'il observait pendant le reste du film. Mais elle est obligée d'aller un petit peu au-delà, je pense. Voilà. Parce que on restait quand même limité avec ce couple à l'intérieur de James McAvoy qui dirige les autres face aux filles qui essayent de s'échapper. Et je pense qu'il devait trouver un moyen de faire évoluer l'histoire. Voilà, et d'autant plus que là, ça débloque, entre guillemets, aussi un des derniers sujets du film. Bon, du coup, spoiler, on va parler de la fin. Donc, si vous avez peur qu'on vous spoil, voilà. allez à la prochaine. Aller directement sur le film suivant, mais pour moi, je pense que c'est important qu'on parle de la fin si on veut vraiment réfléchir un petit peu sur le film. De la toute fin, même. De la toute fin. Voilà. Donc dans un dernier acte, Kevin, Barry ou les autres débloquent, entre guillemets. James McAvoy débloque une 24e personnalité qui est une sorte de monstre. Voilà, c'est la bête. Donc, eux, ils l'appellent la bête. Sachant que l'ensemble des personnalités chez Kevin est surnommé la Horde, déjà. Et donc, cette bête, c'est pas simplement donc déjà qui est cannibale, etc. C'est pas simplement un psychopathe, c'est qu'en plus, physiquement, il est différent. Cette 24e personnalité transforme physiquement le corps de James McAvoy. Ce qui est intéressant par rapport à quelques détails dans le film, puisqu'à un moment, par exemple, on précise que certaines personnalités peuvent avoir des pathologies que d'autres n'ont pas. Oui, voilà, c'est la thèse que défend sa psychiatre. Voilà, une personnalité peut être diabétique et pas l'autre. Voilà. Et du coup, ce qui influe sur la biologie du corps jusqu'à modifier le métabolisme, ainsi de suite. Et lui, il nous annonce qu'en plus, à côté, que la bête a des poils énormes, voilà. Elle a une force surpuissante, elle est 10 fois plus grande que les autres êtres humains. Donc forcément, nous, on est dans l'attente de se demander si cette bête va complètement transformer le corps de James McAvoy. Est-ce qu'on va aller dans le fantastique jusqu'à ce que James McAvoy devienne carrément un méta-humain, quoi. Voilà, en fait, ça m'a un tout petit peu, l'espace de quelques instants, j'ai un tout petit peu repensé à Thomas Harris parce que ça me faisait penser à Dragon Rouge. Tout à fait. Et voilà, à ce personnage du Dragon Rouge qui veut physiquement changer, devenir Dragon Rouge, etc. Ça m'étonnera pas que ça ait été une des influences de Shyamalan, mais c'est pas forcément un reproche. Donc, et il se pose la question de l'évolution, parce que la psy demande, est-ce que Kevin et ses 23 personnalités, peut-être 24, mais du coup, elle ne souhaite pas l'arrivée de la 24e personnalité, est-ce que Kevin et ses 23 personnalités représentent un stade d'évolution du cerveau, du métabolisme humain, puisque ça ouvre des perspectives différentes. Et qu'en plus, James McAvoy a joué le professeur Xavier dans le chez X-Men. Voilà, en plus. Et du coup, voilà, il se pose aussi la question, du coup, qu'est-ce que l'évolution et qu'est-ce que la normalité ou l'anormalité, enfin, plus loin normalité ou l'anormalité. Ou la surnormalité. Voilà, vous m'avez compris. Et enfin, c'est là où, du coup, Shyamalan va boucler avec quelque chose qui, pour moi, est très intéressant. Donc là, on parle de la toute fin du film. Attention, c'est les spoiler. Voilà, c'est les dernières secondes du film. Donc j'ai l'impression, parce que j'ai lu sur Internet que, twist, etc., à la fin, il est naze, etc. Bon, moi, j'ai pas trop compris de quoi il parlait, parce que pour moi, il n'y a pas de twist, en fait, dans le film. Non, il n'y a pas de retournement qu'on pourrait avoir dans le village ou de voilà. Sixième Sens, quoi. Et donc, du coup, à la fin de Split, alors qu'il y a un flash news, etc., où on te parle de... qui nous refait un état de la situation. Qui nous refait un état de la situation, un type, plusieurs personnalités, etc. Est-ce que c'est un surhomme, machin truc. Il y a une nana qui demande, ça me faisait penser à quelqu'un il y a 15 ans, un handicapé qui a tué plusieurs personnes, etc. Comment il s'appelait? Et puis paf, il y a Bruce Willis qui apparaît et qui dit que c'est quelqu'un qui s'appelait Mr. Glass. Voilà, et c'est pas n'importe quel Bruce Willis, c'est le Bruce Willis. C'est le Bruce Willis d'Incassable. Voilà. Donc qui interprétait David Dunn dans Incassable et qui mentionne le personnage de Samuel Jackson, donc l'homme de glace, donc ce qui était ce propriétaire de comics qui était l'ami de Bruce Willis avant de comprendre en fait que leur relation c'était de super-héros à Némésis. Et en plus, y a, sur sa jaquette, c'est bien marqué Dunn, donc comme ça, on peut pas se tromper, quoi. Voilà. C'est bien ce personnage-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup l'ont pris, j'ai l'impression, comme une sorte de voilà, on va faire une suite, on annonce une suite, on fait un raccourci putassier.
où on surfe sur la vague des Marvel. Moi, je les ai un peu sentis comme un troll, mais vas-y, voilà, continue. Ce qui est une éventualité, parce que je pense que si Shyamalan le fait, c'est notamment parce qu'il y a cette mode qui a été instaurée par les Marvel ou suivie par d'autres, par X-Men, etc. Mais, parce que ça a vraiment la gueule des fameuses chaînes post-génériques de chez Marvel. Post-générique, à la différence près, c'est là où ça m'intéresse, que chez Marvel, ces scènes-là servent une suite. C'est-à-dire qu'on annonce littéralement que dans la suite, il y aura Ant-Man. Et souvent, ces scènes-là, d'ailleurs, elles sont tournées par le réalisateur de cette suite en question. Iron Man, etc. Tandis que là, ce qui est intéressant, c'est que cette scène, c'est pas tant qu'elle annonce une suite pour Split ou une suite pour Incassable, on s'en fout. Enfin, Shyamalan, ça fait 15 ans qu'il parle d'une suite pour Incassable. Voilà, Split versus Incassable, quoi. Le sujet n'est pas là. Ce qui est intéressant, c'est que ça prolonge la réflexion de Shyamalan sur Incassable et que celle d'Incassable se prolonge sur Split. Et dans un premier lieu, à moins de prendre vraiment la carrière de Shyamalan, de l'analyser en profondeur, on n'aurait pas forcément fait le pont aussi évidemment, d'une manière aussi évidente. D'une manière aussi évidente entre ces deux films, entre ces deux œuvres, pour dire qu'est-ce que c'est l'évolution, qu'est-ce que c'est la normalité, etc. Qu'est-ce que c'est l'anormalité, qu'est-ce que la némésis, qu'est-ce que le mal, le rapport bien-mal qui du coup existe entre David Dunn dans Incassable et Mr. Glass, ou au sein des personnalités de Kevin, qui du coup lui-même contient une super némésis, donc un super méchant très musclé, etc. Lui-même contient un super méchant, peut-être qui pourrait contenir aussi un super héros, ce qui est une alternative assez intéressante. Et pour moi, c'est ça la richesse de cette fin, qui pourrait paraître gratuite, mais déjà, me fait plaisir, mais là c'est un peu faible comme argument, parce qu'elle renvoie au meilleur film de Shyamalan. C'est vrai. Voilà. Et 2, fait sens parce que je trouve que c'est une invitation à relire, poursuivre la discussion. À poursuivre la discussion, à poursuivre l'analyse entre guillemets sur les films, poursuivre l'analyse d'Incassable sur Split et poursuivre celle de Split sur Incassable, plutôt que simplement dire on va annoncer une suite ou quoi que ce soit du genre. Après, Incassable se voyait vraiment à travers le prisme des comic books. Ça, le schéma, il était clair et net, il nous était annoncé, il nous était donné clé en main par Shyamalan dans ce film. Et ici, justement, Split, on n'a aucun rapport avec les comic books, la culture populaire. On est juste dans un thriller psychologique qui ensuite dérive avec son troisième acte vers le film de super-héros et puis finalement se reconnecte à Incassable. Voilà, du coup, ce qui du coup, Shyamalan, c'est une autre mouture de qu'est-ce que le surhomme. Puisque dans un film, il va dire le surhomme, c'est celui qu'on connaît habituellement, celui de la culture américaine, des comics, etc. Là, il le détourne différemment dans un film, dans un thriller psychologique avec quelqu'un qui souffre de troubles dissociatifs. Et je trouve ça intéressant comme aiguillage qu'il emprunte à la fin, que moi, ça m'a fait personnellement plaisir et je n'ai pas du tout ressenti ça comme gratuit, parce que immédiatement, à partir du moment où j'ai vu cette image, je me suis demandé pourquoi il fait ça. J'ai réfléchi un petit peu et pour moi, ça me paraissait vraiment logique et très intéressant comme raisonnement. Je me suis pas, je pense qu'il faut pas contenter de se dire oh putain, il y a Bruce Willis qui vient faire son caméo, etc. Je pense qu'il faut vraiment se dire pourquoi Shyamalan l'a fait, pourquoi précisément Incassable, etc. Parce que sinon, il aurait pu mettre le gamin, je vois des gens qui sont morts, et dire que faire un twist à la con où en fait Kevin n'a jamais existé, était mort depuis le début, j'en sais rien. On se croirait chez Christopher Nolan. Voilà. Non mais au début, moi quand j'ai vu la scène la première fois, je me dis ça y est, il troll gentiment Marvel et le monde de super-héros. Il y a aussi un peu de ça. Tout en se gardant la porte ouverte, ou si Split ça marche à fond et que sur les réseaux sociaux cette dernière scène crée un buzz positif, les gens de Universal ils vont peut-être réfléchir en disant tiens, si on créait un Shyamalan Cinematic Universe où en gros il se crée sa propre branche de super-héros à lui seul et se créera son propre Avengers, où on aura Bruce Willis à la tête d'une équipe qui combattra les différentes personnalités de James McAvoy. Enfin, j'en sais rien, tu vois, je pense que c'est un troll qui se garde quand même la porte ouverte, bien sûr, mais qui a quand même cette réflexion là derrière et que c'est pas juste un truc gratos, même si c'est vrai que c'est très, très intéressant et très perturbant justement de savoir comment on accepte cette scène. Après, je sais pas trop comment l'aborder justement, parce que les deux films, Incassable et Split, ont quand même ce rapport au réel
même si ils ont donc c'est justement cette branche fantastique, mais à chaque fois il revient au réel. À chaque fois il revient au quotidien, on va dire américain, et la branche fantastique n'intervient que pour ramener le personnage qui est justement en conflit, que ce soit Bruce Willis dans Incassable, soit James McAvoy dans Split, à leur, pas supériorité, mais leur anormalité dans un monde très, très quotidien pour nous, très, très, très habituel. Donc, à côté, nous, on a tous les super-héros Marvel qui sont tous en collant et qui sauvent le monde en faisant 3 fois le tour de la Terre à chaque film. Là, ça nous ramène à un stade un peu plus réaliste. On est dans le fantastique, mais pas trop. Justement, on nous pousse pas du pied en disant vas-y, le fantastique, super pouvoir, on refait les super-héros comme chez Marvel ou comme chez DC. Non, non, je pense que c'est un truc plus réaliste avec une réflexion plus intelligente derrière ça. Non, t'as rien à dire de plus? Bon, Non, je vais terminer alors. Je note, plus rien. Enfin, donc voilà, tout ça pour synthétiser. Voilà, quand même, on a un certain nombre de réserves sur le film qui font qu'on n'a peut-être pas un immense retour en grâce de Shyamalan. Mais voilà, c'est un bon film, mais c'est pas un chef-d'œuvre. on retrouve, pour nous en tout cas, je sais que certains adorateurs de Shyamalan n'ont jamais douté. Nous avons douté par le passé. Nous avons pu douter. Voilà, nous avons pu douter. Donc, on retrouve, pour moi, le Shyamalan qu'on aime et qui pousse vraiment à un certain nombre de réflexions qui, pour moi, étaient absentes dans ses précédents films. Parce que quand même, par exemple, un truc comme After Earth, on pouvait dire le concept en lui-même est intéressant, mais le film à aucun moment pousse à la réflexion, en fait. Ici, voilà. Il y a le concept, on aurait pu craindre que le concept de dire voilà, un type avec 23 personnalités, on va faire un film d'horreur avec, ça n'en reste qu'un concept et ça débouche sur un film idiot. Pour moi, tout le film invite à questionner les images, invite à questionner les séquences, les dialogues, etc. Ce qui montre et ce qui a toujours été la première force du cinéma de Shyamalan, que je pense qu'on a tous un petit peu découvert avec Sixième Sens, et que quand Sixième Sens s'est achevé, on a re-questionné tout le film en fonction de ceci, et Incassable, et ainsi de suite. Voilà, donc au milieu de toutes ces sorties multiples et différentes de cette semaine, il y a donc Split de M. Night Shyamalan, donc qui signe un petit peu son retour en grâce avec un grand James McAvoy, oui, on peut le dire, puisque souvent il n'a pas tellement l'occasion de s'exprimer dans un rôle à la hauteur de ses qualités. Donc Split de M. Night Shyamalan, qui est sorti le 22 février, à la même date, en un peu moins populaire, on va dire, avec un peu moins de super-héros, mais avec un personnage tout aussi héroïque. On a Les Fleurs Bleues du disparu Andrzej Wajda, donc très grand réalisateur polonais, si ce n'est le plus grand récemment, parce que là, il en a enchaîné des films ces 10 dernières années. Et là, donc, c'est son dernier film, puisqu'il est mort l'an dernier. Je crois que le montage était quand même achevé du film. Je crois qu'il l'a terminé quand même. Oui, le film a été terminé en 2016. Voilà, donc il a quand même suivi tout le tournage, il a suivi aussi le montage. Donc voilà, c'est un film quand même qui est achevé par son auteur, mais c'est à la fois son tout dernier film. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Forcément, ça parle moins de super-héros. Non, enfin, quoique. Pas loin. Quoique, puisque Les Fleurs Bleues se passent dans la Pologne des années 50, donc post-Seconde Guerre mondiale, en train de sombrer du coup dans le communisme. Et c'est un biopic donc, qui suit le peintre Władysław Stremiński, donc, qui est notamment connu pour tout son art moderne, ses lignes, les relations, les écoles de réflexion, les théories qu'il a formées sur la nouvelle peinture. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est le gars, il a côtoyé Chagall, voilà, Mondrian, enfin voilà, il est de ce monde-là. Et donc du coup de ce peintre qui est manchot, enfin il lui manque un bras et une jambe d'ailleurs, et voilà de son combat dans la Pologne devenant communiste, qui cherche absolument à le censurer, pour proposer une école de réflexion unique sur l'art politique. Voilà, que le réalisme socialisme doit triompher dans l'art. Le réalisme socialiste, ce pourquoi évidemment il s'oppose, puisqu'il prône un art qui est un art novateur, de réflexion pure et dure sur le formalisme, ce qui ensuite peut se décliner vraiment en plein de choses différentes, mais qui est absolument incompatible avec
la portée politique que souhaite le Parti communiste. Voilà. Et donc voilà, c'est un beau film qui, en fait, ça se voit que c'est un dernier film. Pas forcément dans le sens où c'est un film qui est réalisé par un vieux, mais je veux dire, la thématique du film est idéale comme dernier film. Oui. Je pense que quant à la carrière d'Andrzej Wajda, c'est idéal d'être allé chercher Straczynski pour conclure, entre guillemets, cette carrière, vu la vie qu'a eu Wajda, vu les thèmes qu'il a fait dans ses films, etc. Wajda, il est notamment connu pour ses films. Il a fait une trilogie qu'il a terminée il n'y a pas longtemps, une trilogie spirituelle, L'homme de fer, l'homme du peuple, non, l'homme de fer, l'homme de marbre, l'homme du peuple, je suis plus tout à fait sûr, De l'ordre plus tout à fait sûr de l'ordre, où voilà, il a beaucoup questionné ce qu'il a vécu en Pologne, ou plus généralement ce qui a été vécu dans le bloc socialiste. Il l'a questionné au travers d'autres films, dans le Danton qu'il a fait en France avec Gérard Depardieu, qui, bon, évidemment, se passe pendant la Révolution, mais lui permet de questionner des choses, des questions révolutionnaires ou anarchistes, etc., qui se passent, qu'il a connues, etc. Il avait même parlé du massacre de Katyn par les troupes russes qui essayaient de le faire passer par un massacre des troupes polonaises par des troupes allemandes, alors que c'était les Russes qui les avaient commises. Donc voilà, à chaque fois, il remet en question les grands traumas de son pays. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en s'attaquant à Straczynski, il essaye presque, et moi je trouve ça très beau, il essaye presque de dépolitiser son film, puisque le but de Straczynski est simplement de défendre son art comme formalisme, du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, comme formalisme, comme recherche de formalisme pur, et pas contaminé par la politique, par l'idéologie, etc. Et quand bien même ce que fait Straczynski représenterait une idéologie, il ne le manipule pas volontairement, et je trouve ça très très bien en fait, parce que alors du coup voilà, on retourne progressivement dans un monde relativement bipolaire, relativement en guerre froide, où on questionne beaucoup la responsabilité de l'art ou des médias en général, mais on questionne beaucoup la responsabilité de l'art, leur rôle dans la politique ou leur absence de politique, etc. Bon, il y a plein d'écoles de pensée à ce niveau-là, et le rappel que fait Wajda dans son dernier film en disant certes il y a la politique, certes elle existe, certes l'art est politique, enfin il peut l'être politique, mais il peut développer une beauté apolitique qui paradoxalement vaut la peine qu'on mène une lutte politique pour pouvoir l'exprimer. Et c'est ça toute l'histoire de Straczynski, l'histoire de ses étudiants aussi, qui essaient de le permettre de continuer à survivre, de prêcher entre guillemets sa doctrine d'innovation, puisque c'est ça qu'il cherche aussi. C'est pour lui le critère le plus objectif, le plus beau de l'art, c'est l'innovation, c'est qu'est-ce qu'on apporte de neuf. Forcément, c'est une question qu'on se pose aussi tous les jours quand on fait du cinéma. Est-ce qu'un bon film, c'est un film classique qui n'apporte rien? Est-ce qu'un bon film, c'est un film novateur qui va nous déstabiliser, ainsi de suite? Et quel est son rapport dans l'inscription? Est-ce que le film doit forcément raconter quelque chose de profond? Et ainsi de suite, tout ça. Wajda étant assez justement aussi parce que voilà, il arrive, ce qui est très beau, c'est qu'il fait complètement exister le personnage de Straczynski, notamment parce qu'il a un excellent acteur, donc j'avais noté son nom, Bogusław Linda. Donc, qui a déjà tourné pour lui dans plein de films. Il était déjà avec lui dans Danton. Enfin, il a collaboré très souvent avec lui. Et donc voilà, donc il arrive à forger un personnage qui va être en complète, pas en emphase, mais qui va profondément bouleverser presque le spectateur, parce que le personnage est imparfait, il est désagréable, mais il est passionné, il a son idéologie, il a vécu des choses. Plus qu'une idéologie, c'est un idéal. Voilà, pas une idéologie, le terme n'est pas adapté, vas-y. Parce que quand tu parles justement de cette recherche d'innovation, l'innovation par l'art pour son personnage, en tout cas je pense que pour l'artiste aussi, l'innovation passe par une révolution, donc, et la révolution ça passe par la remise en cause de l'ordre établi. Du dogme. Et justement c'est
tout ce que refuse la politique actuelle, pas actuellement, enfin, voilà, la petite révélateur, mais en tout cas à l'époque, où en gros, tout doit concorder, obéir avec l'idéologie mise en place. Il y a une scène d'ailleurs très, très drôle au début où il peint chez lui et tout d'un coup il y a un gros rideau rouge qui se place devant chez lui. En fait, c'est un grand Portrait de Staline. grand portrait de Staline qu'on installe avec lui et puis lui avec sa. Il était en train de peindre sa toile blanche, puis la toile blanche devient rouge Voilà. du coup parce que le rouge filtre la lumière de l'extérieur. Et Là, donc- le concept formel est très très beau là. Et à ce moment-là, bah, le gars il fait un trou dans, il fait un trou dans la grande tenture rouge avec sa pauvre béquille. En plus, la façon dont il se trimballe, parce qu'il il est vraiment infirme, quoi. Il a une jambe, un bras en moins, et à devoir se trimballer avec les deux béquilles, on pourrait vraiment voir un personnage pitoyable, pathétique, et pas du tout, parce que à chaque fois, il remet tout le monde à sa place. Même quand il a une réunion politique, on l'oblige à venir pour écouter le ministre local qui le méprise comme pas possible. Et à chaque fois, bah, il le renvoie dans les cordes. Et avec cette figure qui est vraiment symbolique de Straczynski, parce que c'est vraiment un artiste polonais qui est resté en Pologne, parce qu'il y a d'autres artistes qui ont pu partir, qui ont pu quitter la Pologne et vivre de leur art, on va dire, en Occident, comme ils en parlent. Là, ici, lui, il vit sa liberté en étant considéré comme un ennemi politique qu'il faut abattre, qu'il faut descendre, qu'il faut décrédibiliser. Et donc, le film, c'est une longue descente aux enfers, parce que déjà que sa vie, elle n'était pas forcément géniale, la manière dont il est, et même la vie en général là-bas, bah, c'est des tickets de rationnement pour aller manger, c'est un petit boulot merdique pour gagner 3 copecs et essayer de vivre jusqu'au mois prochain. Et en tant que représentant d'un art un minimum libre, pour essayer d'innover, pour proposer de nouvelles choses, on le méprise, on le rabaisse parce qu'il ne correspond pas à la doctrine que les politicards soviétiques bolchevistes veulent imposer à la société. Parce que forcément, si on fait des peintures avec des ronds, des carrés, bah, ça ne marche pas. Il faut que ce soit le portrait de Staline tel qu'il faut, ou le portrait de Lénine tel que le parti le souhaite, et non les citoyens Voilà, et libres. c'est d'autant plus absurde que l'art que défend Straczynski n'est pas quelque chose qui va iriger les valeurs des ennemis, etc. C'est abstrait, quoi. Voilà, c'est même pas comme s'il défendait les valeurs, les concepts artistiques, etc. de l'Occident, enfin des États-Unis ou de l'Europe de l'Ouest, etc. C'est qu'il défend une recherche graphique qui est d'ailleurs principalement née en Europe de l'Est, qui voilà, on va pas, qui a toujours été un grand lieu de formalisme. Et c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est que le film rappelle que la Pologne est un grand pays d'art, ce qui a été oublié, enfin aujourd'hui, ce qui est malheureusement un petit peu oublié dans l'art contemporain, ce qui est un petit peu oublié dans même le cinéma. Et voilà, le fait que Vajda rappelle une fois de plus ça, avec beaucoup de tendresse, je trouve ça vraiment très beau de sa part, très important aussi, et d'autant plus qu'il en joue un petit peu dans sa mise en scène qui est très sobre. Voire même austère, mais après, voire même austère. C'est son habitude. Voilà, voire même austère. Et il refuse, par exemple, tout à l'heure, tu parlais du personnage qui aurait pu être pathétique, etc. Non seulement il refuse de faire un personnage pathétique parce qu'il est handicapé, bon ça on va dire que c'est normal, mais il refuse même de rendre de provoquer le pathos sur le personnage quand même il est maltraité par le régime. Il refuse d'en faire un martyr. Il refuse de créer un martyr sur le personnage parce que c'est comme si cela desservirait sa lutte et mieux vaut lutter activement. C'est quelqu'un qui refuse tout compromis. Voilà. Et même pour Vajda, j'ai l'impression que c'est ça. Il ne veut pas, pour lui, voilà, avoir de la peine ou de la pitié pour Straczynski, ce serait complètement contraire à l'idéal qu'il recherche, qui est plus un idéal de lutte par l'art, de lutte par l'expression artistique,
que simplement d'indignation devant la politique, machin truc. Enfin, c'est un petit peu compliqué à dire, donc c'est pour ça que le plus simple c'est de voir le film, parce que là je commence à être un peu autant abstrait que les peintures. Mais Non, parce qu'après, même, justement, ça joue aussi sur les personnages secondaires, parce que c'est pas un contre tous, parce que, par exemple, on a on a un personnage, j'ai plus le nom de l'acteur qui joue, mais on a le personnage qui dirige, par exemple, le musée d'art, qui a cette pièce qui est consacrée justement à l'œuvre de Stravinsky, avec des œuvres, à la fois des la salle sculptures, néoplastique. voilà, néoplastique, avec à la fois des peintures, des œuvres et tout ça, qui lui est obligé de suivre les ordres du parti, parce qu'en gros, s'il refuse, bah, on va dire soit il est déporté au pire, soit il est viré et puis remplacé. Et il est contraint d'obéir aux règles, mais en même temps, ce qu'il fait, c'est qu'il préservera toutes les œuvres de Stravinsky d'un côté, pour que un jour, qui sait, si jamais le communisme s'effondre, on pourra les ressortir, les exhumer. Et il se trahit pas complètement, même si officiellement il est obligé d'obéir au parti, même si ça lui fend le cœur de fermer sa salle néoplastique. Et à côté, évidemment, il y a d'autres personnages qui sont complètement avec la politique communiste imposée. Il y en a d'autres qui sont complètement contre. Enfin voilà, il y a toute une galerie de personnages secondaires qui sont positionnés de manière différente. C'est pas juste un film complètement bipolaire, c'est pas juste les partisans de Stravinsky d'un côté, les opposants de Stravinsky de l'autre. Il y en a même d'ailleurs qui suivent Stravinsky en tant que dans ses élèves, qui sont un petit peu entre deux eaux, comment dire, qui sont d'accord avec le combat, ils sont d'accord avec les idées que défend Stravinsky, de la liberté, de l'innovation de l'art et tout ça, mais qui ne comprennent pas l'obstination de Stravinsky à vivre dans la misère. Déjà que c'est pas facile dans sa vie, ils comprennent pas pourquoi le gars est prêt à s'autoriser quelques concessions pour vivre un minimum. Voilà. Et c'est le côté un petit peu humain de tout ça, mais c'est une vision un peu politique. Et c'est d'autant plus nuancé d'ailleurs que Stravinsky, il est rappelé dans le film que Stravinsky a lui-même participé à la révolution d'octobre. Voilà, en 19 et tout ça. Quand il était du coup, pour le coup, il défendait la doctrine bolchevique. Voilà, il soutenait Lénine parce que c'était encore, il y avait la Russie tsariste, tout ça, la Pologne et tout ça, on était un petit peu dans l'ancien régime. Et que là, il y percevait la recherche de la modernité qui du coup raccorde avec sa conception artistique. Quand le communisme stalinien devient au contraire totalitaire, une attitude, une attitude presque on revient dans une idéologie passéiste de glorification du leader, etc. Évidemment, ça existait. C'est la dictature, évidemment, ça existait sous Lénine, on va pas se mentir non plus. Mais la centralisation de ces enjeux autour de la figure de Staline et de l'idéologie artistique et du réalisme socialiste dans l'art devient, là il y a un clivage par rapport à ce qu'il a défendu autrefois et comment cela a muté entre-temps en Pologne. Entre-temps, il y a aussi eu une guerre mondiale qui a éclaté entre-temps et qui a changé tout le rapport du monde, tout le rapport de force entre l'Union soviétique et l'Occident. Donc voilà, tout ceci s'est dilué, même quand même Vajda se penche pas toujours dessus avec énormément de développement, mais tout ceci c'est cité parce que ça crée vraiment le contexte extrêmement compliqué dans le film. Par exemple, à un moment, un autre personnage parle d'Israël, qui vient, du coup, je crois que le film se passe en 50, 51, 52, ça fait jamais que quelques années que l'État d'Israël a été fondé. Un personnage parle d'Israël, donc on retrouve vraiment un cadre politique très très complexe de ces années-là, de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où il dit justement qu'elle va emmener les œuvres de Vajda en Israël. Pas de Vajda, de Stravinsky. Attention. Non, les œuvres de Stravinsky en Israël pour les protéger. Et du coup, ce qui est intéressant, que ça ouvre encore une fois comme perspective de réflexion sur ce coup-ci, c'est pas l'artiste qui va quitter le pays pour sauver sa peau, c'est juste les œuvres qui vont quitter le pays pour ne pas être détruites. D'ailleurs, il y a des œuvres qui sont détruites aussi dans le film. Donc voilà. Donc voilà, Andrzej Wajda qui nous a quittés il y a quelques mois, en octobre de l'année dernière. Donc Andrzej Wajda, qui d'ailleurs ni plus ni moins n'a déjà une petite palme d'or à son compteur. Donc c'est son dernier film, il est pas excessivement distribué, mais
Si vous pouvez aller le voir, allez le voir. Si vous n'avez jamais vu de film d'Andrzej Wajda, vous pouvez toujours le voir. C'est un film quand même, il a un poster, etc. C'est un film qui est complètement accessible dans ce qu'il raconte et dans le cinéma de Wajda en général. Bah, les films de Wajda ont toujours été un petit peu austères, mais c'est son style, quoi. C'est Voilà. sa façon de faire. Donc profitez, je pense que c'est un joli film qui fait sens dans le contexte actuel, enfin qui fait sens dans le dans ce Autant qu'on à l'époque vit, qu'aujourd'hui. même pas qu'en France d'ailleurs, un petit peu partout. Genre les États-Unis, clin d'œil. Clin d'œil, wink wink. Donc voilà, profitez, puisque après tout, je crois que le dernier film d'Andrzej Wajda, on n'en verra pas souvent, quoi. Voilà, donc Les Fleurs Bleues, donc Andrzej Wajda, dernier long métrage, dernier chef-d'œuvre, à vous de voir. Donc Les Fleurs Bleues, sorti donc le 22 février 2017 dans les salles. À côté, en vidéo, nous avons Ma vie de courgette, qui avait fait sensation à la quinzaine du Festival de Cannes 2016, et donc qui s'est ramassé un petit César du meilleur film d'animation hier soir, avec donc Claude Barras qui nous réalise un petit film d'animation d'1 heure avec Céline Sciamma au scénario. Et on voulait en parler puisqu'il sort maintenant en DVD et Blu-ray par France TV Distribution. Est-ce que c'est vraiment un film d'animation pour les jeunes enfants ? Bonne question, parce que étant donné que souvent le film d'animation c'est considéré pour les enfants. Bah justement, c'est très bien parce que Ma vie de courgette fait reposer la question. Et je pense que la réponse est quand même oui. Mais donc Ma vie de courgette, c'est l'histoire de Courgette qui est un petit garçon un petit peu malheureux parce que sa mère est une alcoolique. Était même. Est une alcoolique au début et par accident, il tue sa mère. Donc il est placé dans un orphelinat où du coup il va faire la rencontre de différents laissés pour compte. D'enfants qui ont eu aussi un parcours très très chaotique. Voilà, qui ont eu un parcours plus ou moins glauque selon les protagonistes. Et dans lequel, orphelinat au sein duquel il va se recréer entre guillemets une cellule familiale et essayer de se reconstruire avec l'aide du personnel de l'orphelinat et aussi d'un policier qui a mené l'enquête, qui gère son cas, qui a géré son cas et qui c'est qui s'éprend d'amour paternel, d'amour paternel pour Courgette. Donc scénario de Céline Sciamma. Donc Céline Sciamma, Bande de filles, Naissance des pieuvres, Tomboy, qui a laissé la réalisation donc à Claude Barras, qui fait un film en stop motion. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu en France. Parce que c'est un truc qui prend beaucoup de temps et qui prend donc beaucoup d'argent, et c'est pas forcément maintenant l'option qui est tout de suite sélectionnée. Évidemment, il y a quelques faits rares comme Fantastic Mr. Fox pour Wes Anderson, ou plus récemment Shaun le Mouton. Voilà. Mais c'est vraiment des cas très rares aujourd'hui qui sont plutôt remplacés maintenant par que de la CGI. Voilà. Et donc, en fait, c'est un très beau film parce qu'évidemment, c'est un film qui est constamment à hauteur d'enfant. Le héros, ça reste Courgette. Courgette, c'est un surnom, je précise au cas où. Le héros, ça reste Courgette. Le ton du film, il essaye vraiment de s'aligner sur l'humeur de Courgette, qui est très beau parfois. Mais le film ne recule devant aucune maturité. Par exemple, et c'est là où du coup ça pose la question sur est-ce que le film d'animation c'est pour enfants ? Est-ce que un film pour enfants implique l'absence de maturité ? Et du coup, je pense que Ma vie de courgette est une bonne réponse pour dire non. Autant qu'on peut parler de pareil pour des films de Miyazaki, autant qu'on pourrait dire la même chose sur Le Voyage de Chihiro, autant qu'on pourrait dire la même chose sur Le Roi et l'Oiseau ou d'autres films d'animation très matures et très graves éventuellement dans ce qu'ils racontent. Et ici, de toute façon, ça couvre un spectre de tous les âges. Alors, évidemment, on parle de films jeune public. Bon, je ne conseillerais pas Ma vie de courgette à des moins de 7-8 ans. Minimum. Ouais, parce que ça parle quand même de faits graves sur les enfants. C'est pas un film où il y a des scènes d'humour vraiment prononcées, c'est pas un film où il y a des scènes d'action. Ça reste quand même vraiment un drame enfantin. Psychologique, tout ça. Psychologique, qui est extrêmement bien mené, qui est donc du coup on en parlait en stop motion, très bien réalisé en stop motion. Les tons graphiques du film sont très doux,
très beau. Pour moi, c'est un petit peu comme l'animation française, l'animation qu'on fait vraiment en animation au crayon, je veux dire, c'est que c'est des styles qui sont très simples, sans excès, comme du coup Le Roi et l'Oiseau, par exemple, qui est un film qui est évidemment, techniquement, c'est pas Fantasia, quoi. Mais qui est un film dont le trait, dont les textures, dont la recherche des cadres, etc. C'est si beau et la simplicité technique, bon quand même c'est déjà immensément compliqué de faire un film en stop motion, la simplicité technique n'est jamais une faiblesse parce qu'elle s'accorde parfaitement avec ce que le film raconte en creux, avec comment le film va changer d'humeur ou de ton selon l'humeur et le ton de Courgette. Par exemple, d'ailleurs, les différents pensionnaires de l'orphelinat ont un petit tableau avec des petits nuages. De mémoire, c'est des petits nuages. Voilà, c'est soit soleil, soit des nuages, qui vont soit plus des ou éclairs. moins vers le soleil ou vers les éclairs, etc., pour indiquer à chacun leur humeur du moment. Le film, il revient plusieurs fois vers ce tableau, ce qui est aussi très joli. Et c'est un peu aussi, nous spectateurs, on a un petit peu aussi ce tableau à côté de nous pendant la projection, parce qu'il y a évidemment certaines séquences qui sont très très belles, et le film n'en manque pas d'autres qui sont beaucoup plus tristes, mais, et c'est là où Claude Barras et Céline Sciamma, et aussi il faut le préciser, d'ailleurs on a oublié de le préciser, mais ça vient quand même d'un roman qui s'appelle Autobiographie d'une courgette, rendons un Jules, ce qui appartient à César. Mais c'est là, ce qui est très beau, c'est que les scènes les plus émouvantes, parce que c'est un film qui est quand même assez émouvant, les scènes les plus émouvantes ne sont pas les plus tristes. Et c'est là où, encore une fois, je trouve qu'on tient un beau film pour enfants. C'est que, quand même le film est dramatique, quand même il va tabler sur une histoire avec une mère qui est tuée par son enfant, avec d'autres pensionnaires d'un orphelinat dont une a été violée ou a touché par son père. L'autre il se fait tabasser, enfin, etc. voilà, etc. Le plus beau, ce qui va faire le plus pleurer et ce qu'on va plus retenir dans le film, je disais, c'est le moment de joie. C'est les moments de joie ou les moments de bonheur, et il y en a. Maintenant, je veux aussi laisser un petit peu la surprise sur lesquels ce sont, parce que je sais que toi, ça t'avait beaucoup ému aussi. Oui, parce qu'en plus, ce qui est fort, c'est que c'est un film d'1 heure, quoi. Il fait 1h06. Très court. 1h06, donc c'est très court, et puis on passe par tellement de stades que je trouvais ça impressionnant, mais pour moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué quand j'ai découvert le film, c'est que, donc justement, il parle de faits très graves, justement, sur les enfants et tout ça, mais c'est l'écriture de Céline Sciamma. J'avais vraiment l'impression que c'était des enfants qui parlaient. C'est pas un adulte qui s'imaginait de la façon dont les enfants parlent aujourd'hui. Non, les dialogues entre les enfants, on a vraiment l'impression que ce sont des enfants qui discutent entre eux. C'est vraiment leur langage, c'est leur façon à eux de parler, même s'ils parlent de choses très graves, inavouables, même qu'on ne peut pas mettre de mots dessus, arrive à nous toucher parce qu'on y croit. On croit à ces personnages qui sont pourtant en pâte à modeler, qui bougent une fois toutes les 18 images. Et ça nous crée tout de suite cette empathie envers eux, envers donc ce petit Courgette et tous ses autres amis. Et je trouvais ça étonnant de réalisme, de la manière dont les mots sont empilés les uns derrière les autres. Et c'est ça, je pense, l'une des grandes réussites de Ma vie de Courgette, c'est, au-delà de l'animation, c'est son écriture. C'est de pouvoir parler de choses impossibles, parce que c'est étonnant qu'on arrive à produire un film comme ça, sachant toutes les contraintes qu'imposeraient aujourd'hui les télévisions, les producteurs, parce que, oh là là, attention, sujet grave, les enfants, faut pas en parler, faut plutôt parler d'un truc joyeux, faut plutôt que ce soit familial. Là, c'est un film qui ne se cache pas, qui parle de choses qui existent, qui sont dures, qui sont sombres, mais qui, comment dire, qui ne passe pas à côté, quoi, qui va de plein front, et qui réussit justement, qui rend le truc vraiment réaliste, vraiment crédible. Et c'est ça qui m'a plus touché, c'est que je croyais tout de suite dans les personnages. Parce que évidemment, si on regarde le truc de loin, c'est ok, l'histoire elle est super triste, c'est super pathétique et tout ça, allez vas-y, qu'on en rajoute. Mais on croit en ces personnages. On y croit profondément, et donc on croit en leur histoire et on veut croire en leur avenir. Et c'est en recréant justement, comme tu disais, cette cellule, cette petite famille, qu'ils arrivent à se redonner confiance les uns envers les autres. Parce que même, par exemple, tu en as un qui joue un petit peu la terreur, le caïd de cours de récré, quoi. Voilà, qui se prend pour le caïd. Puis finalement, tu comprends que, évidemment, lui-même a des fêlures, et
Et finalement, c'est en s'ouvrant aux autres qui va se réunir et qui vont encore plus s'amuser les uns les autres. Donc, c'est vraiment un film très étonnant parce qu'il est très court, justement. Et pourtant, il parle de tellement de choses. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir un film de 3 heures pour. Voilà, et encore voilà, et dernier point, je pense aussi pour ça que c'est aussi un beau film pour enfants, c'est parce qu'il est très court. Donc il n'y aura pas l'occasion de décrocher, comme on a dit, il dure 66 minutes, donc c'est vraiment c'est express. Mais c'est pas d'ailleurs, c'est pas 66 minutes expédiées, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait. Oui, il y a des petits moments en écriture, de pause et tout ça. Ce que je trouve très bien aussi, parce que ça permet de, enfin, j'espère que pour d'autres réalisateurs de films d'animation, voire peut-être même de films live tout court, ça permettra de débloquer peut-être des nouveaux formats qui ont existé un petit peu par le passé, où on s'était plus amusé avec les formats dans les années 40, 50, 60, et ce qu'on avait un petit peu perdu parce que le formatage moderne veut que film d'animation égale 1h30. Évidemment, c'est pas le cas de tous les films d'animation, mais au hasard, je dirais qu'un bon 90% des films d'animation qui sortent en ce moment en salle font 1h30. Donc voilà, créer un nouveau format comme ça d'un film qui fait 1 heure, 1 heure qui n'est pas une comédie, je trouve ça très intéressant. Et voilà, donc bravo à Claude Barras, Céline Sciamma, à tous les autres scénaristes qui ont travaillé dessus. Et notifier aussi que le film a été coproduit avec la Suisse aussi, c'est ça qui joue un petit peu. Le film a été coproduit avec la Suisse et connaît d'ailleurs, et c'est là le dernier point, une très belle carrière internationale. Qui finit aux Oscars. Donc voilà, donc là, demain, ou non, ce soir d'ailleurs, à l'heure à laquelle on enregistre, dans quelques heures, Claude Barras sera parmi les Oscars pour savoir si son film sera My Life as a Zucchini. Voilà, s'il aura la statuette ou pas. Mais c'est au moins, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà, en tout cas, au moins, il a eu César, c'est déjà ça de prix, on dira. Mais en plus, il a été vraiment un beau représentant de cette animation qui existe encore, on va dire, cette animation classique, parce que évidemment, on a tous les Disney, les Pixar, qui nous envahissent de pixels, mais à côté, on a des films, par exemple, comme La Tortue Rouge ou Ma vie de courgette, qui croient encore, on va dire, dans l'animation traditionnelle, ou en tout cas dans l'ancien système, qu'on peut faire encore des grands films, des beaux films. Et 2016, justement, ça a été une grande année par rapport à ça. Premier long métrage d'ailleurs pour Claude Barras. Donc, voilà, c'est chapeau l'artiste, quoi. Donc, Ma vie de courgette, donc, si vous l'avez loupé en salle, forcément, rattrapez-le en DVD ou en Blu-ray disc chez France Télévisions Distribution. Donc, maintenant, il est disponible dans les bacs. Et à côté, bon, là, c'est un peu moins pour les enfants. Ça sort uniquement en DVD, malheureusement. C'est chez Wildside, c'est Nocturama de Bertrand Bonello. Et forcément, on voulait en parler parce que pour nous, c'était un des meilleurs films français sortis l'an dernier. Mais même le public a oublié quand il est sorti, ils ont oublié d'aller le voir, quoi. Et pas que le public d'ailleurs, parce que les professionnels de la profession l'ont oublié aussi. Au César, le film a été cordialement ignoré. Même pas juste aux récompenses en elles-mêmes, mais aux nominations. Juste aux nominations, le film a été cordialement ignoré. Donc Nocturama de Bertrand Bonello, film qu'il a sorti de mémoire en 31 août 2016, donc pas une période de sortie idéale, sur un groupe de jeunes, de 8 jeunes d'origines sociales diverses qui se rencontrent par hasard, vont fonder un collectif, on va dire, et perpétrer une série d'attentats anarchistes dans Paris, à divers lieux clés, avant de s'enfermer dans la Samaritaine, pendant qu'il y a une sorte de couvre-feu sur Paris, s'enfermer dans la Samaritaine pour passer la nuit et ressortir le lendemain en essayant de se camoufler dans la foule. Voilà, le film de Bertrand Bonello, donc, qu'il a écrit il y a quelques années pendant la Polonide, devait donc s'intituler originellement Paris est une fête, a connu quelques bouleversements de titres à la suite à l'actualité. Voilà, donc il y a eu les attentats Charlie Hebdo, les attentats de 2015. Entre-temps, il y a eu la sortie de Made in France de Nicolas Boukrieff, qui était sorti, qui devait sortir. Qui devait sortir au cinéma une première fois, qui a été repoussé. Qui devait sortir juste après les attentats du 13 novembre. Donc lui, dont la sortie salle a carrément été annulée. Donc tout ça a créé un contexte de sortie un petit peu compliqué pour Bertrand Bonello, à nuance près que lui, en fait, il ne parle pas vraiment de ça. Il ne parle pas du tout de
Enfin, son sujet. Enfin, c'est en sous-texte, Voilà, mais c'est en c'est pas le sous-texte. principal, quoi. Mais en fait, la thématique générale, lui, il fait dans son film, c'est des attentats anarchistes. Ça a beaucoup plus à voir avec ce qu'on a connu en Europe dans les années 60, 70, en Allemagne, par exemple. La bande bannière. Et c'est un film qui, malgré tout, est très fort dans sa résonance actuelle, dans sa beauté, dans son ambiguïté, puisque le film est grosso modo divisé en deux grandes parties. Une première partie qui va être sur l'accomplissement en eux-mêmes des attentats, donc poser les bombes, les faire exploser, se disperser dans Paris ou se rejoindre, etc. Et une deuxième partie qui est un huis clos dans la Samaritaine, qui a été réinvesti comme grand magasin, parce que là, la Samaritaine, c'est fermé, c'est en chantier. Mais dans le film de Bonello, ça a été reconstruit comme grand magasin, où du coup, les personnages passent la nuit dans un huis clos anxiogène, un peu carpentérien. Totalement même carpentérien. Totalement carpentérien. Et Bonello, d'ailleurs, ne s'en cache pas, donc il n'y a pas de honte, quoi. Et bon, il n'y a pas de honte à avoir à faire un petit peu de carpenteur. Et le film a été un méga four. Et donc voilà, le film a été méga four, 50 000 entrées. Ouais, ça se fait très mal. Voilà. Du coup, moi, enfin, je suis très triste que le film 1 ait été un méga four, 2 soit ignoré au César, parce que ça aurait pu lui permettre une deuxième vie, quoi. Voilà, ça aurait pu lui permettre une deuxième vie, ce qui entraîne du coup une absence de sortie Blu-ray. Parce que là, donc on parle de la sortie, mais Alexis l'a dit tout à l'heure, il y aura uniquement DVD. Peut-être, on peut espérer qu'un Blu-ray soit annoncé plus tard, un petit peu plus tard. Mais une version en 1080 en VOD. Voilà, en nous documentant de notre côté, en tout cas, on n'a pas trouvé. Mais si jamais Wild nous écoute et que nous nous sommes trompés, envoyez-nous la date de sortie du Blu-ray, il n'y a pas de problème. On fera un erratum, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc gros échec commercial. Film passionnant, donc complètement d'actualité, mais d'actualité dans le sens où il ne va pas non plus en être prisonnier. Par exemple, il y a beaucoup de films qui essayent d'être d'actualité, qui surfent immédiatement sur quelque chose qui vient de se produire ou qui se produit en même temps et qui deviennent prisonniers de leur actualité, qui pourraient perdre leur valeur. Par exemple, c'est le cas de Made in France, pour moi, qui, à force de rester dans l'actualité, quand même Nicolas Boukrieff a aussi écrit son film avant qu'il y ait les attentats de Charlie Hebdo. Évidemment. Je trouve que Boukrieff s'enferme dans une actualité, dans un traitement de l'actualité qu'il dessert, parce que ça lui met presque des œillères en fait sur ce qu'il voit et sur comment il écrit et comment il filme son récit. Comme tu as dit, c'est un petit peu le procès qu'on a voulu faire à Nocturama, alors que c'était pas du tout le sujet. Voilà, alors que c'était pas du tout le sujet et que Bonello est malin et tape un petit peu plus large, comme en exagérant un peu, comme quand il fait un film sur Saint-Laurent. Où il ne se contente pas de faire un biopic géographique, il tape aussi un petit peu plus large sur la représentation de la société qu'il fait. Et Nocturama, c'est très beau car c'est énormément de nuances dans tous les personnages. Il y a 8, de mémoire, il y en a 8, il y a 8 jeunes qui du coup font partie du collectif de entre guillemets terroristes, même si le film précise à un moment très clé, et c'est extrêmement bien vu de la part de Bonello, que ce ne sont pas des terroristes, mais des ennemis d'État. Voilà. Et la nuance est absolument passionnante parce qu'il y a toute une recherche autour du coup de qu'est-ce que le terrorisme, 2, qu'est-ce que l'anarchisme. Parce que du coup, eux, ils essayent de casser le système. Ce sont des jeunes qui ne trouvent pas de boulot, qui ont des boulots précaires, qui sont ou juste paumés en fait, ou juste le gosse de riche qui est paumé et qui le fait parce qu'il peut le faire. Oui, parce qu'en fait, ils visent 4 endroits différents dans Paris symboliques par rapport à l'anarchie. Ça peut être aussi bien la finance que la représentation de l'État ou de la France symbolique en général. Et donc, c'est les symboles qu'ils cherchent à abattre plus que des personnes qui essaient d'assassiner. Enfin, voilà, faut remettre les choses dans le contexte. Il y a des dommages collatéraux, il y a quelques morts dans le film. Et c'est aussi là où le film a beaucoup d'ambiguïté parce que du coup, il ne recule pas vraiment devant la moralité des actions des personnages. Et du coup, dans la partie huis clos, quand ils sont dans la Samaritaine, ils sont tous confrontés à leurs démons. Parce que dans un premier temps, Bonello va les présenter comme des anarchistes qui veulent casser le système parce que ce sont des jeunes qui sont différents, avant de les confronter à une dimension, pour le coup, presque pathétique, parce qu'il y a certaines scènes où ils deviennent presque pathétiques quand ils se rendent compte à quel point ils sont dans une logique qui ne fait pas sens. En fait, même par rapport à eux-mêmes, comme ce sont des clones conformes qui sont formatés à leur insu. Et c'est très très intéressant. En plus, c'est un film vraiment en entonnoir parce que pendant tout le film, on sait très bien où est-ce que le film emmène. On n'est pas dupe,
On sait très bien quel final le film va emprunter, on sait très bien où Bonello, etc. Et sa manière d'en jouer est absolument brillante, sa manière de faire un film sur le temps par exemple, c'est un film sur le temps qui s'échappe. Enfin, Déjà, rien que l'ouverture. Voilà, en fait, c'est un film. Imaginez, le film, c'est un minuteur. Et on voit tout le temps le temps qui fuit avant la fin du minuteur. Il y a énormément de plans sur des artefacts de temps dans le film. Le temps, ça peut être un panneau de la RATP qui affiche le temps qu'il y a avant qu'une rame de métro arrive, une montre ou une horloge dans la Samaritaine, certains autres détails un petit peu disséminés à droite à gauche. Même la représentation du temps, parce qu'il y a certains moments, il joue carrément le split screen. Il y a certains moments, il ressort la scène à plusieurs reprises. Justement, il y a une vraie pensée de comment représenter le temps, la temporalité au cinéma. Et en fait, Nocturama, c'est un petit peu... voilà comment on peut représenter le temps différemment au cinéma. Là, voilà, absolument. Il y a une scène, la scène dont tu parles, où il va montrer une scène. Alors, c'est pas le premier à le faire, évidemment, mais une scène depuis plusieurs points de vue. Et lui, par contre, ce qui fait un montage, et c'est là où je regrette qu'il n'y ait pas eu au moins, on n'ait pas nommé au moins Nocturama pour lui donner le César du montage, parce que donc il y a une scène, je dirais pas de quoi il s'agit, mais il y a une scène qui se passe avec une musique de John Barry en fond, qui est le thème d'Amicalement Vôtre, donc The Persuaders. Et donc c'est un thème qui est déjà très répétitif, parce que pam 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 pam, voilà. Et à chaque fois que Bonello recommence la scène depuis un autre point de vue, la musique recommence. Et c'est marrant parce qu'on a presque l'impression que ça bug. Ça fait un truc complètement pas dissonant, mais... On a l'impression que c'est comme un disque vinyle qui saute. Quoi, voilà, un disque qui raye, qui saute, etc. Et du coup, il recommence la scène et au bout de 2-3 fois, ça devient très dérangeant. Et paradoxalement, on ne peut pas être plus à fond dans le film et dans la diégèse grâce à ce genre de procédé qui du coup on multiplie les points de vue, qui restent uniquement les points de vue des jeunes. Le film ne se sépare jamais des points de vue de ces jeunes, ce qui du coup aussi rend l'atmosphère complètement anxiogène, pénible, parfois très belle. Il y a quand même au moins une scène qui est très belle sur My Way. C'est vrai. Donc voilà, donc très beau film, très dur. Après aussi, je pense qu'il y en a pas mal qui ont été laissés sur le carreau, notamment par son ouverture. Parce que le film, il y a une longue scène au début qui dure genre peut-être 5 à 10 minutes sans dialogue. Voilà. Et en fait, on suit donc justement ces jeunes qui viennent de différents points de Paris, qui errent dans les rues, dans le métro. Qui se retrouvent, qui se séparent, enfin voilà. Et donc c'est une longue séquence sans dialogue, on est juste spectateur du truc. Le film, donc, comme tu l'as dit, est très anxiogène et très oppressant. Et forcément, ça aide pas le spectateur à se mettre dedans. Moi-même, j'avoue, j'ai adoré le film au final, mais j'ai eu énormément de mal à me lancer dans le film à cause justement de cette ouverture qui est très franche. Au moins, Bonello, il s'excuse pas de son truc. Il dit je fais mon truc comme ça, t'acceptes ou t'acceptes pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et puis finalement, au fur et à mesure que le film s'est avancé, je suis rentré complètement dans le truc. Mais il faut dire justement aussi que le film est assez difficile d'accès au départ, et il faut se donner un peu de courage, on va dire, pour passer au moins les 30 premières minutes, et après le film coule tout seul, quoi. Le film nous propose vraiment quelque chose d'intéressant, tout ça, parce qu'au début on a vraiment c'est l'impression que c'est un film qui nous raconte rien, on pense ça, mais c'est qu'une fois à la lecture des événements qui se dérouleront après, de la relation que les personnages auront les uns les autres, qu'on remet... pas en cause, mais qu'on remet en lumière ce qui s'est passé dans l'ouverture, quoi. C'est pour ça que Nocturama, c'est vraiment un film intéressant, parce que au moins Bertrand Bonello, c'est quelqu'un qui, comme on a pu voir avec le film d'Andrzej Wajda, qui questionne les principes, les règles, on va dire, de la mise en scène, de comment on met en scène une séquence qui se déroule au même moment, comment on la filme, et qui propose, qui essaie d'innover, qui nous fait des propositions. On accepte, on n'accepte pas, mais au moins on les a et il nous laisse le choix. Voilà, donc si vous pouvez essayer de le rattraper en DVD ou essayer de faire du forcing auprès de essayer de faire du forcing auprès de Wild Side pour qu'ils le sortent en Blu-ray. Et voilà, donc Wild Side, si vous écoutez, il y aura au moins 2 Blu-ray qui seront achetés. Voilà. Au moins.
Donc voilà, spectateurs. profitez de Nocturama. Moi, j'ai passé mon temps à militer pour le film après sa sortie. Voilà. Donc, anciennement, Paris est une fête. Et voilà, dernière anecdote, enfin, Bertrand Bonello l'a renommé Nocturama en rapport à un album de Nick Cave et Warren Ellis qu'il a vraisemblablement pas mal écouté pendant l'écriture du script. Voilà, donc Nocturama, que beaucoup ont oublié de le voir en salle, rattrapez-le en DVD qui est disponible maintenant chez Wildside. En vidéo aussi, cette fois on le mentionne juste vite fait, mais il y a It, le grand classique de Michael Mann, qui est ressorti dans une version restaurée en Blu-ray avec en plus dans les bonus, il y a la race de trucs, il y a des trucs de making of, il y a le masterclass qui était fait avec Christopher Nolan. Enfin voilà, il y a un gros truc qui est ressorti. En plus, au niveau des prix, il est assez accessible, sachant que la première version Blu-ray était ne mélangez pas, il y a une première version qui est pas très jolie. Voilà, et le premier master en Blu-ray était pas joli, donc heureusement qu'il y a cette nouvelle version qui permet de rehausser ce film de Michael Mann. Bon, c'est facile à dire, mais qui est un de ses meilleurs, voire le meilleur. Mais voilà, c'est un bon moyen de se le remettre en tête. Donc voilà, c'était notre podcast numéro 2 du Festival de bons films. Donc n'hésitez pas à aller voir au cinéma donc Split de M. Night Shyamalan ou Les Fleurs Bleues de Andrzej Wajda, ou sinon en vidéo Ma vie de courgette qui a reçu le César du meilleur film d'animation, peut-être l'Oscar du meilleur film d'animation, on ne sait pas encore, et Nocturama à revoir absolument et à découvrir sinon si vous l'avez oublié en salle, de Bertrand Bonello, évidemment It, nouvelle version édition restaurée. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, aimez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Twitter, aimez-nous sur Facebook, réécoutez-nous sur Mixcloud et notez-nous sur Sens Critique, ou alors retrouvez-nous directement sur notre site festivaldesbonsfilms.com, tout attaché. Voir des films au cinéma ou même en DVD, c'est bien, mais en voir des bons, c'est mieux. Voilà, au revoir et rendez-vous au prochain podcast ou à la prochaine émission. Salut.